Mesdames, Messieurs, bonsoir. La région de Maradi, à l'instar des autres régions du Niger, fait face à d'énormes défis sanitaires. Des défis sanitaires qui ont pour nom insuffisance de couverture sanitaire, manque de moyens humains et matériels, pour ne citer que ces quelques cas, même si depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, d'importantes réformes sont en cours pour une meilleure prise en compte des questions de santé dans les différents centres hospitaliers et districts sanitaires du pays. Situation sanitaire dans la région de Maradi, défis et perspectives, c'est le thème du grand débat depuis la cité du Katina et du Gobir, où nous avons convié sur ce plateau les principaux responsables en charge de questions de santé dans la région pour débattre du sujet. Et comme invité, nous avons professeur James Didier, chirurgien, directeur général de l'hôpital de référence de Maradi. Monsieur Mekaka Ibrahim, docteur en soins infirmiers, directeur régional adjoint de la santé à Maradi. Docteur Mahaman Moussa Yakoubou, radiologue, secrétaire général du syndicat des médecins spécialistes à Maradi, et Elhaji Begou Chebou, acteur de la société civile à Maradi. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler des défis sanitaires dans la région de Maradi. Quels sont les défis sanitaires qu'on constate dans la région de Maradi? Comment les services de santé de la région font face à ces défis? Qu'est-ce que l'État doit faire pour améliorer cette situation? La réponse à toutes ces questions dans ce débat. Et pour entamer cette émission, cette question, quelle est la situation sanitaire dans la région de Maradi? Professeur James Didier, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Bonsoir, M. Abdoulaye Timogo. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir invités, de nous avoir aussi donné l'opportunité de parler de cette question des défis sanitaires dans la région de Maradi. Bien sûr qu'il y a des défis, mais également il y a des réponses et des solutions, mais également aussi des projets de résolution de ces difficultés-là. Pour ce qui me concerne, ou ce qui concerne l'hôpital de référence de Maradi, je vais me représenter. Oui, bien sûr. Plutôt pas en tant que directeur général, mais en tant que représentant de cet établissement. D'accord. Je vais parler au nom de tout le monde concernant l'hôpital de référence de Maradi. D'accord. L'hôpital de référence de Maradi est un hôpital jeune, vous savez. Il a été créé par un décret en 2018, exactement le 2 novembre, puis inauguré le 14 avril 2019, mais il a démarré réellement ses activités le 24 mars précisément 2021. D'accord. C'est un EHPAD comme tous les autres que vous avez visités à l'intérieur du pays et qui a des missions dont on va peut-être revenir là-dessus. Et c'est dans ces missions que l'hôpital de référence de Maradi participe à relever ces défis en matière de santé. Parmi ces missions, je vais citer au moins 3 qui sont la prestation de qualité des soins, des soins de qualité, servir de référence pour les autres structures de santé de la région, voire même au niveau national, et également, comme l'hôpital général de référence de Niamey, participer à diminuer les évacuations sanitaires, non seulement vers Niamey, mais également vers l'étranger. Voilà, c'est au nom de ces 3 missions que l'hôpital de référence de Maradi participe à relever ces défis. Peut-être qu'on va y revenir là-dessus. Merci, professeur. Merci. Docteur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Quelle est la situation sanitaire dans la région de Maradi? Merci, monsieur Tsemogo. Et merci aussi à la RTN de nous avoir donné cette opportunité de parler de la situation sanitaire au niveau de la région de Maradi. D'accord. En ce qui concerne la région de Maradi, permettez-moi d'abord de présenter rapidement à peu près la cartographie, c'est-à-dire en termes d'infrastructures. D'accord. Alors, la région de Maradi, si vous me permettez, allez-y, compte quelques 784 formations sanitaires. 784 formations sanitaires dans la région. Parmi lesquelles nous avons 650 publics et 130 privés. Peut-être on peut un peu revenir dans les détails. Et alors, donc, à partir de ce qu'il faut regarder, d'abord, c'est donc la couverture sanitaire. Je pense que vous avez déjà parlé de ça dans vos mots introductifs. Ces formations sanitaires donc, donnent une couverture de 54%. 54%. D'accord. Voilà, peut-être on peut un peu venir en détail en termes de CSI, cases de santé, etc. et toutes les formations qui concourent. Voilà,
Peut-être votre question, vous avez parlé du défi. Du défi. Des défis sanitaires. Ils sont là, hein? Qui sont là, bien sûr. Voilà. Mais le professeur l'a déjà dit, ce ne sont pas des défis insurmontables. Bien sûr. Nous sommes engagés à les surmonter. D'accord. Et actuellement, donc, nous sommes un des défis auxquels nous faisons face actuellement, c'est la gestion de la question d'épidémie de choléra. Peut-être on va revenir aussi là aussi un peu plus en détail. Et ça s'est manifesté déjà, docteur? Cette épidémie de choléra, elle est déjà là? L'épidémie de choléra est bien sûr est là depuis mi-septembre à peu près. Mais au moment où je suis en train de vous parler, si vous me permettez, la région a enregistré au total 226 cas. 226 cas. Okay. Parmi lesquels déjà 219 sont sortis guéris. On a enregistré 5 décès. 5 décès malheureusement. Et actuellement, au moment où je vous parle, à la date d'hier, il y a un seul cas qui est en tout cas sous traitement. Voilà en ce qui concerne la situation épidémiologique du choléra. Voilà. Merci. On va revenir sur certains aspects dans le débat. Oui. Docteur Yacoubou, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Quelle est la situation sanitaire dans la région de Maradi? Bonsoir Abdoulaye Tchamago. Bonsoir. Merci de l'opportunité que vous nous donnez. D'accord. D'être à l'antenne aujourd'hui pour parler de la situation sanitaire à Maradi. Je suis représentant des médecins spécialistes du Niger ici à Maradi. Et en ce sens, je m'en vais dire plein de choses concernant la santé ici à Maradi. Pour rappel, le SMES, qui est ce syndicat, est un syndicat jeune. Et avec l'avènement de l'hôpital de référence de Maradi, beaucoup de médecins spécialistes ont été affectés. Ici à Maradi. Ici à Maradi. Tout à fait. Et quand on regarde, ils sont pratiquement de la même génération. C'est des gens qui reviennent de stage, qui sont frais, dynamiques, motivés, engagés et qui ont beaucoup à donner dans la santé ici au Nigeria, en particulier à Maradi. D'accord. Je pense qu'on va y revenir et puis développer beaucoup plus débat faisant. Bien sûr. Et pour la situation sanitaire, qu'est-ce que c'est ces défis qui se posent dans la région de Maradi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Plein de défis se posent. Le spécialiste, c'est comme un tireur d'élite. Comme un tireur d'élite. Il est souvent, quand vous prenez le clinicien par exemple, il y a une pathologie qui est là, qui est bien donnée, qui souvent dépasse le généraliste, et c'est lui qui va intervenir parce qu'il voit plus clair. Oui, bien sûr. C'est une spécialité, c'est pointu, il voit plus clair et c'est lui qui le plus souvent gère. Le médecin généraliste fait office de... Il fait le tri. Il envoie vers le spécialiste qui lui prend en charge de façon définitive, en fonction bien sûr des moyens qui sont mis à sa disposition. D'accord. Parce qu'il faut dire que le plateau technique doit suivre. Les compétences humaines sont là. Oui, bien sûr. C'est peut-être le plateau technique qui reste à améliorer. D'accord. Merci, docteur, merci. Alaj Begou, bonjour et bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette situation sanitaire dans la région de Maradi? Je commencerai par le commencement, c'est-à-dire vous remercier de l'honneur que vous nous faites en tant que société civile pour participer à ce débat. D'accord. Et je participe au nom du Roi Sen. Du Roi Sen. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que le Roi Sen, c'est un regroupement des ONG et associations du secteur de la santé. D'accord. Nous sommes près de 200. 200. Ici à Maradi. C'est un collectif, sur le plan national. National, d'accord. Donc au niveau de Maradi, nous avons une antenne, c'est la coordination régionale. Et je suis le coordinateur régional. D'accord. Et je suis un grand partenaire du ministère de la Santé. D'accord. Nous participons à toutes les activités de mobilisation, de sensibilisation, d'information. Et nous faisons beaucoup la promotion de la vaccination. Donc peut-être on reviendra dans les détails. Les défis sont là. Ils sont là. Comme l'a dit le docteur, ils sont surmontables. Surtout avec l'avènement du CNSP, les choses commencent à s'améliorer. On aura des détails certainement pour dire voilà les défis. D'accord. Et voilà les solutions. D'accord. On reviendra là-dessus. Merci Alaj Begou, merci. On va avancer, professeur, de manière très concrète. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de la santé ici à Maradi? Merci monsieur Abdoulaye.
Je veux peut-être un peu revenir sur certains aspects. D'accord, allez-y. Concernant bien sûr l'établissement, l'hôpital de référence de Maradi. Vous savez, je vous avais dit dans ces missions, c'était de s'en servir de centre de référence, pour les autres structures de santé. Et pour vous donner quelques exemples ou des chiffres, c'est qu'à la création, l'hôpital a reçu à peu près 1300 références en 2021. Et en 2022, on a enregistré à peu près 2300 références. D'accord. Mais quand vous prenez l'exemple, le cas de 2024, pour vous montrer que c'est un hôpital jeune mais qui est en croissance, bien sûr. Rien que le premier trimestre 2024, on a enregistré plus de 1400 références, ce qui dépasse déjà l'année 2021. Tout à fait. Ce qui fait que l'hôpital est en train d'assumer cette mission, de relever ce défi que nous faisons, qui est l'objet de notre débat. Tout à fait. Et cela a considérablement diminué les références vers Niamey ou d'autres structures. Et ce qui m'amène à votre question des difficultés. Des difficultés, voilà. Et quand on a créé l'hôpital, il y avait des services qui manquaient. Et ces services, c'est eux qui font principalement l'objet des difficultés. Et ces difficultés, c'est dans le cadre de la mission même de l'hôpital. De l'hôpital, ok. Service de référence, ça veut dire que quand quelqu'un vient ici, il ne doit pas aller ailleurs. Ailleurs, tout à fait. Il ne doit pas être référé ailleurs. Et on a des services qui manquaient, qui faisaient l'objet de ces références. Et qui est premièrement la dialyse, l'insuffisance rénale. Donc quand les patients viennent avec leur insuffisance, on est obligé de les envoyer vers le centre le plus proche qui est Zender. Qui est Zender, tout à fait. Mais cette question est en cours de résolution actuellement, grâce à l'implication des autorités. Actuellement, le bâtiment est presque fini. Il doit être réceptionné dans un mois ou deux maximum. Les matériels sont en chemin, les contrats sont signés. Donc, en principe, la dialyse devrait commencer début 2025 à Maradi. D'accord. En 2025 2025. D'accord. Début 2025. L'autre motif ou difficulté, c'est les cas traumato. D'accord. Quand le plateau technique, parce que pour servir de référence, il faut qu'il y ait un plateau technique qui répond. Bien sûr. Donc en traumato, on avait des petites insuffisances qui fait qu'on envoyait à Niamey. Donc pas à Zander, mais jusqu'à Niamey. Pour certains actes, comme l'enclouage, les portages des hanches. Bien sûr. Mais actuellement, l'hôpital a tous les matériels pour faire ce genre d'actes. Normalement, tous les matériels sont là. Il manque juste certainement qu'il va revenir là-dessus. La question du personnel qu'il faut augmenter pour répondre à ce défi-là. Et l'autre défi, c'est le laboratoire d'anatomie-pathologie. Récemment, vous avez suivi à la télé l'inauguration du centre de cancer, de la réception plutôt du démarrage de l'activité du traitement par radiothérapie. Oui, tout à fait. Et pour le cancer, il a un seul diagnostic ou un moyen de diagnostic sûr. C'est l'anatomopathologie. C'est ça. Or, à Maradi, il n'y en a pas. À Zander, il n'y en a pas. Il y a qu'à Niamey, pour toute la région, où il faut envoyer les pièces. Et donc, le vrai défi, c'était de créer un laboratoire ici à Maradi qui va absorber toutes les autres pièces envoyées de l'intérieur du pays. Et actuellement, le laboratoire est fonctionnel depuis 2023, équipé et automatisé. Ce qui fait que la réponse ou le délai de résultat est encore raccourci. Et l'autre défi, c'est les plateaux techniques. Les plateaux techniques, il faut les moderniser, il faut l'améliorer, comme l'a dit le docteur Yacoub. Et c'est le cas qui s'est passé pour la cardiologie, qui a été doté d'un laboratoire d'exploration. C'est-à-dire quand vous rentrez, en tout cas, les examens nécessaires pour poser un diagnostic sont équipés, ce laboratoire est équipé de cela. Également la neurologie, où on a presque tous les examens. Et ça, je peux vous dire que presque dans la sous-région, il n'y en a pas. D'ailleurs, cela, on l'a partagé avec le Conseil national de santé pour éviter des évacuations pour ce genre d'exploration, qui c'est disponible ici à Maradi. D'accord. C'est donc ce genre de défi que nous projetons, que nous organisons, que nous équipons l'hôpital pour répondre à ces défis qui se posent non seulement dans la région de Maradi, mais également les autres régions du Niger qui sont limitrophes de la région de Maradi. Et grâce à ça,
l'hôpital ne reçoit pas uniquement la population de Maradi, mais Tawa réfère, Zander réfère, Difa, Agadez, mais également le Nigeria. Voilà. Donc c'est un peu un avant-goût que je vais vous donner de ces réponses aux défis. D'accord. Merci, professeur James. Merci beaucoup. Docteur Ibrahim, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces difficultés rencontrées dans le système de santé ici à Maradi? Les difficultés, c'est vrai, elles sont énormes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Il y a des perspectives et il y a des mesures aussi correctrices à chaque fois qu'il y a une situation. Alors, vous savez, nous, en tant que direction régionale de la santé publique, notre première mission, c'est l'offre de soins de qualité, des soins préventifs, promotionnels et curatifs à la population pour améliorer de façon globale l'état de santé de la population. Alors, en termes de défis, actuellement, nous avons, tout à l'heure, j'ai parlé de l'épidémie du choléra, mais il faut se rappeler que aussi nous avons connu des épidémies d'autres maladies, notamment de méningite et de diphtérie. Mais quand même, nous avons réussi à résoudre toute cette situation. Et je profite pour dire franchement que notre pays, le Niger, a un des meilleurs systèmes, si je peux me permettre de le dire, en matière en tout cas de riposte des situations d'urgence. C'est ce qui fait que effectivement des épidémies se déclarent, mais très rapidement quand même, nous arrivons à les maîtriser grâce au système effectivement qui est en place. Je pense que ça, c'est vraiment beaucoup à féliciter. L'autre défi que nous avons, c'est la réduction, parce que ça fait partie des objectifs de développement, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et néonatale. Et rien qu'avant-hier, donc les 22 et 24, nous avons tenu ici à Maradi un mini-forum autour de cette question de réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Un mini-forum qui a regroupé, qui était d'abord placé sous la présidence du gouverneur de la région. De la région, tout à fait. Avec tous les préfets de la région, les administrateurs délégués, des chefs coutumiers, les chefs religieux, les représentants de l'organisation de la société civile, il y a les comités de santé, tous les services techniques de la région, des directions régionales. Donc tout cela, c'est pour essayer de voir ensemble, parce que le défi sanitaire ne relève pas seulement du ministère de la Santé publique. Bien sûr. Nous assurons le lead, si je peux le dire, mais c'est un travail collectif. On doit travailler ensemble et c'est pourquoi l'innovation, nous sommes partis maintenant de ce que nous appelons le One Health, une seule santé, où tout le monde doit apporter sa contribution pour que, en tout cas, l'objectif final qui est la santé pour tous, puisse être réellement une réalité. D'accord. Voilà. Docteur, et au niveau des moyens humains et matériels, parce qu'on sait souvent ce problème se pose en région. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ici à Maradi concrètement par rapport à ces moyens humains et matériels? Bien sûr, c'est un défi. Voilà. C'est un défi, la question du personnel. Vous en avez ou pas ici suffisamment à Maradi? Je vais vous donner à peu près des chiffres pour un objectif, parce que maintenant, il faut faire le ratio population personnelle de santé. Tout à fait. Et donc, pour un peu aller beaucoup plus simple, c'est-à-dire, nous avons un objectif normalement pour répondre aux besoins des populations d'une densité de 0,63 pour la population, mais actuellement, nous sommes à 0,38 pour un objectif de 0,63. C'est vrai, il y a eu beaucoup de progrès, parce que les chiffres que je suis en train de vous donner sont des chiffres comparés du premier semestre 2023 et du premier semestre 2024. Au premier semestre 2023, nous étions à 0,24 comme densité impersonnelle. Et déjà au premier semestre 2024, là, nous sommes à 0,38. L'objectif n'est pas quand même atteint, mais nous sommes effectivement sur la bonne voie. Nous avons besoin effectivement de ressources humaines, notamment les spécialistes, ça manque beaucoup.
mais aussi les sages-femmes, ça manque beaucoup. Ici à Maradi. Les anesthésistes, si vous pouvez intervenir, nous avons un problème d'anesthésiste. Vraiment, il n'y en a pas parce que au niveau de tous les districts sanitaires, nous avons un seul qui a 2 anesthésistes. Sinon, partout dans les autres districts, c'est un seul anesthésiste. Et vous voyez travailler 24 heures sur 24 heures sur des unités humaines avec des fatigues. Il faut voir aussi quand même, il n'y a pas une sécurité même pour le patient. Bien sûr, avec vraiment la fatigue. Or, nous voulons offrir quand même des soins de qualité. Des soins sécurisés. Donc, il y a ce défi effectivement par rapport aux ressources humaines. Le second défi, il y a aussi la question de maintenance. C'est un défi, il faut quand même que nous arrivions en matière de maintenance aussi bien préventive que curative. Ce qui est mis à notre disposition puisse être utilisé de façon rationnelle pour que vraiment ça puisse vraiment tenir et servir la population. Alors la maintenance du matériel aussi pose un souci, en tout cas dans la région, y compris par rapport aux moyens logistiques. Quand bien même il y a des besoins, il y a des besoins encore en ambulance, mais celles qui existent aussi souffrent de problèmes de maintenance. De maintenance et fort heureusement, permettez-moi vraiment de le dire, comme nous sommes sur vraiment un grand plateau où il y a l'auditoire, à l'issue de notre forum, il faut le dire quand même que les administrateurs délégués ont pris des engagements forts. Ici à Maradi. En ce qui concerne vraiment bien d'autres engagements, mais spécifiquement par rapport à cette maintenance préventive et curative, des engagements ont été pris par les administrateurs délégués. Et nous pensons que vraiment ça va améliorer la situation. D'accord. Merci docteur. Merci. Docteur Yacoubou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les difficultés rencontrées au plan santé ici dans la région de Maradi? Voilà. Parce que vous avez commencé déjà à parler du plateau technique tout à l'heure, dans votre première intervention. Absolument. D'accord. Alors, que dire? D'abord, les médecins spécialistes ici à Maradi se trouvent principalement dans 3 centres de santé. Nous avons le centre de santé de la mère et de l'enfant, où on retrouve les gynécologues obstétriciens, les pédiatres néonatologues, qui font leur prise en charge là-bas. Nous avons le CHR, Centre hospitalier régional de Maradi, où on retrouve des médecins spécialistes qui sont dans le diagnostic et dans la prise en charge. La majeure partie des médecins spécialistes est concentrée ici à l'hôpital général de référence. L'hôpital de référence de Maradi. De référence, voilà. Qui regroupe, je disais, la majeure partie des médecins spécialistes. Où nous sommes dans le diagnostic et la prise en charge. Ça, c'est planter un peu le décor. Allez-y. Quelles sont les difficultés? Voilà, quelles sont les difficultés justement? Les difficultés, je l'avais ébauché, c'est d'abord le plateau technique. Lorsqu'on prend un spécialiste, c'est quelqu'un qui ne doit pas normalement référer un patient. S'il a les moyens techniques pour le faire, le diagnostic est posé, la prise en charge est faite et le patient, normalement, il rentre à la fin du traitement. À Maradi, comme l'a dit le professeur James, ça commence à venir. L'hôpital est jeune, il est en train de s'installer. Les moyens sont en train d'être mis pour pallier à toutes ces difficultés. Mais beaucoup reste à faire. Et dans beaucoup de secteurs. Lorsque vous prenez une filière quelconque, souvent on est 1, 2, maximum 3. Or, il faut avoir le temps. Souvent, on est pris. Il y a plein de patients qui viennent. La surcharge du travail est dans. Bien sûr. La fatigue s'installe et on n'est pas, en tout cas, j'allais dire, optimum à tout moment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les perspectives. Nous avons besoin de perfectionnement. Surtout. L'approfondissement, la sous-spécialisation. Et ça, nous l'avons toujours dit, et nous continuons à le dire. Nous avons besoin de sous-spécialités
un médecin spécialiste qui fait 2 ans sur place sans aller en formation, sans aller en stage. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Il fera la même chose. Ça devient un peu comme de la routine, alors qu'ailleurs, ça évolue. Ça évolue et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout à fait. On doit retrouver ici, si on ne veut pas préférer ailleurs. Okay. Donc c'est essentiellement ça. Nous avons franchement besoin de plus de sous-spécialités. D'accord. Et au ministère, on doit reconnaître qu'un médecin spécialiste ne doit pas dépasser 1 an de service sans aller en formation. Échanger avec ses confrères, ses collègues, ses maîtres. D'accord. Tout à fait. Il peut aller pour se mettre à jour. Bien sûr, il peut aller comme on peut faire venir de grands maîtres pour la mise à jour. La mise à jour. Donc c'est ça les perspectives. Ici. En plus donc, du plateau technique qui doit vraiment être amélioré, sur les compétences sont là et on pourra faire des miracles, beaucoup de choses. D'accord. Docteur, on peut avoir une idée de combien de médecins spécialistes qu'on a ici au niveau de la région de Maradi pour comprendre un peu la situation ici? Nous ne sommes pas moins de 100 à Maradi. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. D'accord. C'est pas beaucoup. 100, hein? On parle de 100. Je ne sais pas l'hôpital de référence de Niamey, combien ils sont ces spécialistes qui sont là-bas. 100 à Maradi, c'est ça? Oui. Il a parlé au nom de la région. Oui, bien sûr. Mais au nom de, pour ce qui est l'hôpital de référence, il y en a 47. 47 déjà? 47 spécialistes. Ah, voilà. Qui œuvrent ici. Qui œuvrent ici. Oui. D'accord. Si vous permettez peut-être allez-y. quelque chose. Allez, fini bien sûr. D'accord. Ils ne sont pas qu'ici. D'accord. Moi, j'ai demandé de manière générale dans la région de Maradi. Vous voyez, il y a une centaine. C'est pour comprendre un peu le nombre de ces spécialistes qui sont dans la région de Maradi. Vous avez donné le chiffre de 100. D'accord. Oui. Voilà, donc un peu, je dirais que c'est peut-être les difficultés. Un hôpital de référence a vraiment besoin de spécialistes. D'accord. Parce que c'est ça qui règle les premiers problèmes. Ah oui, bien sûr. Parce que pour un malade qui vient, ce qu'il veut savoir, c'est de quoi il souffre. De quoi il souffre, exactement. Parce que c'est la réponse la plus fondamentale, bien sûr, qui rassure ou qui permet au moins de prendre des décisions. D'accord. Et celui qui peut le faire, c'est le spécialiste. Ouais. Et ces problèmes se posent. Parce que ça, peut-être qu'on va aller vers les perspectives ou les engagements de l'État. Oui. Mais quand vous prenez que dans un secteur où il y a un seul, vous ne pouvez pas tout lui demander. Ah oui, bien sûr. La fatigue et tout, il a des droits aussi. Il a certains droits où il doit aller en congé, il peut tomber malade, tout ça. Donc tout ça, ça pose des difficultés auxquelles il faut trouver une solution. D'accord. Minimum, c'est de doubler les spécialités. C'est le minimum qu'on puisse faire. Okay, mais une personne, c'est un peu difficile. Et c'est le cas qu'on vit un peu à Maradi. Que ce soit ici à l'hôpital, au centre régional, ou bien au centre mère et enfant. D'accord. Merci. Oui, allez-y. Par rapport toujours à ces difficultés, vous avez un grand centre comme celui-ci, quand vous venez, vous avez des difficultés à savoir où est-ce que vous devrez aller. Parfois, quand les gens, pour les références, on sait, l'ambulancier sait là où aller. Mais pour les patients ou les clients qui viennent de façon directe, il faut qu'il y ait un système d'orientation. D'orientation, d'accueil. D'accueil. Vous n'en avez pas? Ah si. Ah, voilà. C'est pour répondre à ça qu'il y a un système d'accueil. Voilà. Je pense que c'est le lieu aussi de féliciter ces agents parce que c'est ce qui permet ou qui donne une bonne image bien sûr. À l'hôpital. Parce que quand vous venez, vous n'êtes pas perdu. À l'entrée, vous avez quelqu'un, dès que vous semblez être perdu, qui va vous demander où est-ce que vous allez. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène. Tout à fait. Et cet accueil est géré ou supervisé par les 2 surveillants, jusqu'à ce que les heures de pointe diminuent. Et également, ils sont là pour régler les problèmes, c'est-à-dire les plaintes. Parce que parfois, quand vous venez, peut-être là aussi, on va aller vers d'autres questions que vous allez certainement poser. La collaboration entre les soignants et les soignants. Et parfois, il y a une incompréhension et cela amène parfois quelques difficultés. Et on se retrouve parfois dans des situations qui peuvent être vraiment source d'incompréhension et de frustration. D'accord. Voilà. Merci pour ça. C'est bon, docteur, on va avec monsieur de la société. Alaj Begou, qu'est-ce que vous allez sur ces difficultés rencontrées? Qu'est-ce que les populations de Maradi disent? Avant d'arriver aux difficultés, je vais enchaîner avec l'accueil. D'accord, l'accueil. L'accueil. Ok. Je suis un grand patient, un grand client de
De l'hôpital de référence hein, de Maradi. Parce que je suis, entre parenthèses, diabétique. Ah oui, vous-même. Et hypertendu. Ah oui. Avant l'arrivée du directeur, c'était un militaire. Qui était là? Coïncidence pour coïncidence, le ministre de la Santé a fait une tournée de la région de Maradi. On nous a invités à la réunion de synthèse. D'accord. Alors, je me suis adressé au ministre pour un plaidoyer pour une doléance. J'ai dit, monsieur le ministre, nous sommes un peu plus de 5 millions à Maradi, mais on n'a pas de diabétologue. Ah oui. Tout le monde m'a regardé. Alors on a dit au directeur, ce que le vieux là a dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit affirmatif, comme c'est un militaire. Ah bien sûr. Coïncidence pour coïncidence, il est sorti avec tout son staff technique. Il a demandé au DRH de lui faire la situation exacte des diabétologues. Il a commencé par Rive Droite. Il a dit, bon, ce n'est pas un problème de Rive Droite ou bien de machin. On va envoyer un diabétologue ici. J'avais du mal à le croire. Ah oui. Arrivé à Niamey, ma fille qui est là-bas m'a appelé. Elle m'a dit, papa, mais le docteur qui te consulte à Niamey, là, c'est qui? J'ai dit, il s'appelle Alidouka. Elle a dit, Alidouka est affecté à Maradi. J'ai dit, quoi? Ah oui. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est moi qui l'ai affecté à Maradi. C'est ça. Il était très content de venir à Maradi. À Maradi. Il est arrivé à Maradi, il a fait 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Il a postulé pour être ancien chercheur à Zender. L'actuel qui me soigne, qui s'appelle Dr Timi, a postulé de Zender pour être ancien chercheur à Maradi. À Maradi. Et on a fait comme ça. Voilà. Donc j'étais vraiment à la base. À la base, tout à fait. Donc c'est ça notre rôle. Ok, oui. En tant que société civile. Société civile, tout à fait. Maintenant, en ce qui concerne l'accueil, l'accueil ici, il est formidable. C'est formidable, d'accord. C'est pas pour protéger le Maradi parce que... Oui, bien sûr, non, il faut dire la réalité, c'est tout, d'accord. Vous arrivez ici, vous n'êtes pas désorienté, vous êtes orienté. Depuis cette table-là, on va vous dire là où vous allez aller. Ok. Et c'est vraiment formidable ici, vraiment sur le plan accueil, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, les difficultés. Nous, en tant que société civile, nous aidons. C'est notre rôle. Nous sommes des partenaires de la santé. D'accord. Et à ce titre, en tant que Roasen, c'est nous qui faisons la promotion de la vaccination. Ok. La recherche des perdus de vue, la recherche des zéro doses, la formation des OSC. Nous avons à Maradi 6 districts qu'on appelle prioritaires, donc qui ont un problème de vaccination, qui ont une faible couverture vaccinale. Voilà, tout à fait. Il s'agit de Tessawa, Maradiville, Madarumfa, Gedarumji, Dakoro et Bermou. D'accord. Donc au niveau de ces districts-là, nous avons formé 2 OSC qui vont travailler avec les districts sanitaires pour les aider dans tous les domaines. Vaccination, hygiène, assainissement. Vraiment, nous contribuons beaucoup à cela. D'accord. Donc ça, c'est notre contribution pour relever les défis qui sont des difficultés. D'accord. Et nous participons. Et chaque fois, nous sommes sollicités, en tout cas au niveau de la DRSP, pour la mobilisation sociale. Parce qu'actuellement, on est en train de faire la polio. D'accord. Et le Roasen est là-dedans. Pour la mobilisation sociale, c'est nous donc qui faisons des animations, etc. Pas plus qu'hier, moi j'étais à une radio. Pendant 30 minutes, nous avons sensibilisé, animé à l'attention de la région de Maradi. Okay. Donc c'est vraiment comme ça que nous travaillons avec la direction régionale. Parce que la direction régionale, c'est un démembrement du ministère de la Santé. Du ministère de la Santé publique. Donc ce sont nos collaborateurs. D'accord. Si on doit sortir, ils nous donnent le véhicule, le chauffeur, on le prend en charge, tout ça, etc. Avec leurs représentants, on le fait avec la DRAT, la DL, tout ça. C'est le travail que nous faisons en tout cas depuis longtemps. D'accord. Donc chaque fois que nous sommes sollicités, nous aidons. Okay. Et nous participons à toutes les activités. D'accord. Alors, j'ai un mot sur la réduction récente des frais quand même de consultation et des examens et que le CNSP a eu à prendre. Qu'est-ce que les populations de la région de Maradi en pensent? En tout cas, les gens ont accueilli ça très favorablement. Très favorablement. Très favorablement. Pas plus qu'avant-hier, quelqu'un est parti pour des examens de 20 000 francs en ville. Ok. J'ai dit, mais toi, tu ne sais pas que l'hôpital de référence, c'est le moins cher. Le CHRL de la sont les moins chers. Je suis venu à la caisse, on a payé 9 000 francs. 9 000 au lieu de 20 000. Ça ne revenait pas. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, l'État a laissé le privé. Le privé, lui, il est là, lui, ce n'est pas son problème. Vous voulez voir le médecin,
c'est 5 000 francs. Ouais. Ici, c'est 1 000 francs. 5 000 francs. 1 000 francs. Ouais. On dit que l'hôpital de référence est cher. Non, non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est avant. C'est le moins cher. D'accord. Les deux là. L'hôpital de référence, en tout cas, et le CHR sont les moins chers. Ouais. Sur tous les plans. Sur tout le plan accueil, etc. Depuis cette décision qui a été prise. Oui, depuis cette décision. D'accord. C'est comme ça. Moi, par exemple, en tant que retraité, comme je l'ai prise en charge, pour voir le médecin, je paye 100 francs. 100 francs seulement? 100 francs. Ah oui. C'est pour ça, non? Très bien. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Je parle devant le docteur. C'est bon à savoir. C'est pour comprendre un peu cette mesure, quel impact elle a eu sur les populations quand même de la région de Maradi. Voilà pourquoi moi j'ai posé cette question. En tout cas, ça a été vraiment bien accueilli. Bien accueilli. Bien accueilli. D'accord. Maintenant, le gap, je ne sais pas, ça c'est l'État. Très bien. C'est l'État. Et il va assumer. Ça aura une incidence chez eux. L'État va assumer. Ça, je le sais. C'est lui qui a quand même pris cette décision. Il y aura cette incidence-là. D'accord. Je ne sais pas comment vous allez vous rattraper. Je ne sais pas. D'accord. C'est comme ça. Sinon, vraiment, c'est formidable. Ah, merci beaucoup. C'est ça. Merci, Alej Begoum. On va avancer. Maintenant, on a vu la situation, elle est là. Il y a des difficultés vraiment qui sont là. Il y a des défis qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour apporter une solution à cette situation? Professeur James. Bon, les solutions, comme je vous l'ai dit, c'est... Moi, je vais parler plutôt sur les projets de solutions. Les projets de solutions. Okay, parce que les défis majeurs, c'est à deux niveaux, à mon avis. Le premier, c'est personnel, c'est au niveau du personnel des agents. Et le deuxième, c'est dans l'équipement. D'abord, le personnel. Parce qu'il y a un constat qui est fait. Il y a certaines spécialités qui sont plus ou moins délaissées. Pour compte. En tant que formateur au niveau de l'université de Niamey, je sais de quoi je parle. Ouais, d'accord. Parce que les gens veulent aller plus vers des secteurs avec un projet bien précis. Ouais. Alors que l'école, quand même, l'État a formé jusqu'au bac. Il doit également orienter vers des spécialités manquantes. Et je pense que cette question a été vraiment bien comprise. Parce qu'au niveau du ministère de la Santé, c'est une question qui est vraiment prise en compte comme étant une question prioritaire. D'accord. Et les formations maintenant sont canalisées. Ce n'est plus comme avant où tout le monde fait ce qu'il veut. Ça va de toutes parts, quoi. Voilà. Et de notre côté aussi, il faut projeter les formations. D'accord. Un pays qui a beaucoup de défis sanitaires doit aussi former d'autres spécialistes, surtout pour relever les défis des pathologies où on réfère, où on évacue plutôt vers l'étranger. Et ça engage donc beaucoup ça d'argent aussi, pour l'État. C'est des projets qu'il faut mettre en place. D'accord. Investir sur les jeunes. Moi, je préfère plus qu'on investisse sur les jeunes que les vieux nous qui sommes là assis. Ah oui, voilà. Parce que nous, on va aller plus vers des sous-spécialités. Bien sûr. Et alors que quand on investit sur un jeune, on investit sur le développement. Parce que tous les pays qui sont développés, ils se sont appuyés sur la jeunesse d'abord. Tout à fait. Et les anciens ou les experts ou ceux qui sont expérimentés ont encadré. Bien sûr. Donc, cette vision a été également comprise par les autorités en place. L'autre côté aussi, c'est investir en équipement. Parce que, pour moi, quand on veut être vraiment développé ou éviter certaines questions où on veut être fier aussi, il faut quand même investir pour être souverain. Pour être souverain, voilà. Pour être souverain, parce que c'est le mot sans doute. Pour être souverain. Il faut investir dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que c'est ces deux facteurs qui amènent à évacuer. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas plus. C'est les deux seulement. Plus on forme et on investit, on règle les problèmes des évacuations. Et je pense qu'également cette question a été bien comprise. Et c'est dans ce cadre que beaucoup de projets sont en place pour relever ces défis et que le ministère a projeté, a planifié cette question pour régler ou diminuer ce manque de personnel et ce déficit qui fait qu'on évacue vers l'extérieur. D'accord. L'autre défi que je dirais, qui est propre ici à l'hôpital ou même à la région, je vais parler sous le contrôle des autres, c'est le problème d'eau, comme Zander. Le problème d'eau comme Zander, voilà. Ah oui. Mais, alhamdoulilah, ici au l'hôpital de référence de Maradi, nous avons obtenu de l'État un forage indépendant de plus de 200 mètres avec plus de 50 mètres cubes d'air. Ce qui fait que, pour le moment, l'hôpital est à l'abri. Et
dans l'avenir, on pourra même, si des quartiers s'installent ici, partager avec eux. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont les... Pour répondre à votre question. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Pour moi, plus on forme, plus on équipe, mieux on sera souverain, comme vous dites, bien sûr, dans le cadre de la santé. D'accord. Parce que les défis qui se posent ne sont pas insurmontables. Et pour la santé publique, beaucoup d'efforts sont faits. D'accord. Tout est connu, tout est maîtrisé presque. Et comme il l'a dit, la choléra qui s'est déclenchée lors des inondations, vous voyez, ça a été très vite circonscrit. Bien sûr. Et il y a très peu de décès. D'accord. Et ça, je pense que c'est un point fort du système du Niger en matière de santé publique. Pour moi, là où il faut aller maintenant, c'est vers l'investissement, vers des prestations de pointe pour éviter les sorties vers l'extérieur. D'accord. Et professeur, je vais profiter quand même pour vous demander un rappel. L'hôpital général de référence d'ici, ça a été créé exactement quand vous avez dit pour l'hôpital d'ici? L'hôpital, la création, c'est un décret de 2018, 2 novembre 2018. Et ça a commencé à fonctionner quand? A fonctionné, a démarré ses activités de soins le 24 mars 2021. 2021. Il y a quand même un détail frappant ici. Quand on rentre dans cet hôpital, on voit que l'hôpital, vraiment, c'est un joyau. Ça n'a rien à envier avec les hôpitaux qu'on a l'habitude, en tout cas, de visiter en Europe. Il y a la propriété qui est là. Comment vous faites tout ça? Parce qu'on voit l'hôpital est vraiment propre, très joli. Et quand on rentre dedans, vraiment, on a l'impression d'être dans un hôpital ailleurs en Europe. On ne se croit pas à Maradi, pour dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Comment Effectivement, c'est vous avez un joyau pour tout dire. C'est un autre défi. Comme l'a dit monsieur le directeur régional adjoint, la santé, c'est One Health. C'est vraiment une question commune. Et dans la santé, à l'environnement. Oui, bien sûr. Quand vous venez dans un hôpital, vous ne devrez pas être triste. Parce que dès que vous êtes malade, vous voyez quand vous rentrez que c'est sale, bien sûr. Ça vous décourage. Vous perdez espoir. Alors que quand vous rentrez dans un cadre idéal, vous avez tout de suite un autre sentiment que vous êtes au bon endroit. C'est dans ce cadre que nous faisons tout pour que l'environnement, dès que le patient accède aux 4 murs de l'hôpital, qu'il sente qu'il a un endroit sûr, qui le rassure pour qu'il puisse aller vers le spécialiste dont il a besoin pour se faire soigner. Et ça, je vous garantis que c'est un défi quotidien. Parce que pour maintenir une propriété comme ça, c'est pas facile. D'accord. Là, vous avez vraiment les moyens qu'il faut pour le fonctionnement de ce joyau-là ou pas? Si. Vous avez les moyens. L'État met à disposition les moyens nécessaires pour fonctionner. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire. À faire encore. Un peu plus. D'accord. Parce que la demande augmente. Certains besoins manquent. La réponse à certains besoins manque. Il faut également apporter des solutions. Et comme je vous ai dit, l'objectif était que tout puisse se faire ici. Parce que si vous dites que vous allez référer à Niamey, c'est 600 km. 600 km. 600 km dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est ça. Juste. Donc un patient qui est dans un besoin qu'on le fasse amener jusqu'à Niamey, ça c'est un autre problème qu'on lui pose. Tout à fait. En dehors des questions de santé, mais également il y a les moyens. Une fois que vous quittez votre foyer, vous êtes un peu exposé également. Bien sûr. Donc c'est dans ce but qu'il faut que l'État met les moyens nécessaires et que lui-même et les autorités savent bien qu'il y a des efforts supplémentaires à faire. C'est une question de planification. Tout à fait. On ne peut pas tout faire en même temps. En même temps, oui. Donc il y a une planification. C'est pourquoi le ministère demande à chaque fois quels sont vos projets, quelles sont vos priorités. Et c'est en fonction de ces priorités et de cette planification que l'État répond. D'accord. Merci, professeur James. Merci. Docteur Duhem, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles solutions il faut apporter pour un début de solution par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Avant de parler des propositions, des solutions, permettez quand même de revenir, c'est un point très important. D'accord. Tout à l'heure, nous disions quand même que nous avons une couverture sanitaire à 54%. 4%, tout à fait. 54%. Mais quand vous faites l'analyse aussi du point de vue utilisation de ces services, nous sommes rendus compte quand même qu'il y a une faible utilisation des services. Ok. Alors, qu'est-ce qui en constitue le frein? Quand bien même que la structure existe, entre autres, il y a l'accès
L'accessibilité. Il y a l'accessibilité, il y a l'accès. D'accord. L'accessibilité, nous la comprenons du point de vue géographique, c'est-à-dire la distance La de distance, l'éloignement. tout à fait. Et l'accès, c'est surtout en termes de moyens financiers. Et en ce sens que donc c'est pour revenir par vraiment les nouvelles décisions pour la réduction des tarifs. Là, les tarifs, soins. tout à fait. Effectivement, ça a apporté un plus beaucoup. Parce que avec déjà l'analyse que nous sommes en train de faire à la fin du mois de septembre, là, que nous sommes en train de valider, nous sommes rendus compte qu'il y a des CSI, des centres de santé intégrés, dont maintenant le taux d'accouchement assisté a passé du tiers au double. Au double, ok. Au double. Ce qui fait que pour parler effectivement de l'accès aux soins, il faut toujours agir sur cette question, en tout cas donc, de finances. Quand les coûts sont vraiment moindres, il va de soi qu'effectivement la population accède. Et bien sûr, en améliorant aussi maintenant l'accueil. Parce que quel qu'en soit aussi, même si c'est gratuit, tant que l'accueil n'est pas bon, il va que les gens ne vont pas venir. Donc vraiment, c'est un point important par rapport à cette réduction des tarifs. Maintenant, par rapport aux perspectives, nous l'avons dit, nous avons un défi en termes de ressources humaines. La logistique aussi, il faut quand même qu'elle soit renforcée. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à ces deux points? Et de la logistique du personnel humain? Parce que le personnel, là, ma question est celle-là. Le personnel, il existe ou pas? C'est pour savoir, est-ce que sur le marché aujourd'hui, il y a le personnel qui est là ou pas? Sur le marché, il y a le personnel. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est le recrutement. Le recrutement. C'est le recrutement. Voilà, c'est le recrutement uniquement. Maintenant, la logistique, comme je dis, on en a encore besoin. Mais il faudrait quand même d'abord, avant que les nouvelles ambulances arrivent, il faut que nous arrivions à bien maintenir, entretenir celles qui sont déjà là. L'existant. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a un point aussi par rapport auquel je dois revenir, c'est la disponibilité en médicaments. Médicaments, ok. Parce que qui dit santé aussi va parler des médicaments. En ce qui concerne la disponibilité des médicaments aussi, elle s'est beaucoup améliorée. Parce que toujours pour un peu vous donner des chiffres, ce qui est l'idéal, c'est avoir 0% de taux de rupture en médicaments. Toute molécule, en tout cas, du panier retenu. C'est ça. Alors, mais comment on s'est fixé un objectif pour dire qu'il faut faire en sorte, quoi qu'il en soit, que le taux de rupture soit inférieur à 2%. À 2%. Okay. Et au moment où je vous parle, en tout cas, nous sommes vraiment dans la fourchette. Dans la fourchette, parce que toutes nos formations sanitaires sont en dessous, je dis bien en dessous de 1% de rupture. Les médicaments sont disponibles. Voilà, les médicaments sont disponibles. Et là aussi, c'est un point quand même important à saluer. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, les perspectives, c'est toujours accroître la demande. La demande, ok. Il faut accroître la demande. Et qui dit accroître la demande, il faut amener les soins au plus proche des populations. Il y a la création, il faut encore créer des formations sanitaires. Et pour 2024, là, déjà, il y a en tout cas 15 CSI dont la formation et la construction va incessamment démarrer. Et avant-hier, avec le gouverneur, nous avons visité ici même dans la ville de Maradi un CSI qui a à peu près 52% donc, de finition. Tout cela, ça contribue effectivement à améliorer en tout cas l'accès et l'accessibilité des populations aux soins. D'accord. Voilà, en tout cas... Ce que vous voulez. Oui. Docteur, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander parce que pendant notre séjour, on a quand même profité pour visiter un peu l'université d'Anduko-Dankulodo et particulièrement la faculté des sciences de médecine. Et au niveau de cette faculté des sciences de médecine, on a fait un constat qu'il n'y a pas une section qui forme les pharmaciens. Pour former des pharmaciens, il faut aller à Niamey. Comment on peut expliquer qu'une région qui est comme ça, et une région comme ça, qu'on ne forme des pharmaciens qu'à Niamey, alors qu'ici on peut le faire pour pouvoir desservir
d'abord la ville de Marais et les régions. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi pas cette faculté précisément de pharmacie au niveau de l'université d'André Konakoulou? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Vous n'en avez pas besoin de formation ici? Non, je pense que je vais laisser au professeur qui est enseignant à l'université de répondre à cette question. Mais il y avait effectivement la faculté de pharmacie. Vous allez réagir, vous allez réagir. Je vais laisser le professeur qui est enseignant, en tout cas, de prendre la professeur, question, etc. Vous avez rendu la balle. Qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce que je peux dire par rapport à expliquer ça? Bon, c'est une décision politique. Et c'est normal ou pas? Ça a été une décision politique. Bon, normal ou pas, moi, je n'ai pas les arguments parce que je n'ai pas les. La faculté, elle est là. La faculté existe. Elle existe. Également, je pense que même j'ai participé en tant que président du jury à plusieurs soutenances de thèses de ces pharmaciens. Oui, et on a supprimé. Et on a arrêté la formation. Voilà. Bon. Et quelles sont les raisons? Les raisons, franchement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas les documents ou je n'ai pas été associé à cette décision, donc je ne peux pas vous dire quelle était la décision, mais je suis sûr que ce qu'on sait tous, c'est que c'est une décision politique, certainement qu'elle doit avoir des motivations de l'époque. Oui. Maintenant, peut-être que les besoins, si vous me permettez, par rapport, bien sûr, par exemple, je veux parler au nom de l'hôpital, on a un seul pharmacien de l'État. Donc, comme il a dit, le problème de recrutement se pose. D'accord. Et il part en formation cette année. Donc on est obligé de faire recours aux pharmaciens de l'université, à qui on a donné un contrat pour le remplacer. Voilà. Et ce pharmacien, vous l'avez dit, la faculté de pharmacie est fermée. Elle est fermée. Que lui aussi, il est là pour un temps. Voilà. Après les dernières promotions qui vont sortir, lui aussi il va partir. Tout à fait. Donc vous voyez, le besoin est là. Le besoin est là. Aujourd'hui, l'autre question, faut-il oui ou non rouvrir cette section de pharmacie ou pas? Selon vous, professeur, moi je pose la question maintenant. C'est au professeur que tu poses la question, pas au directeur général. Ça, c'est une question un peu... je pense que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Il y a d'abord les autorités rectorales de l'université qui sont mieux placées. On aura l'occasion de poser cette question aux autorités rectorales. Tout à fait. Merci beaucoup. Là, je voulais ajouter quelque chose par rapport à cette question de formation. D'accord. Allez-y. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tout simplement. Il n'y a aucune raison. Qui explique la fermeture? Il n'y a aucune raison. D'accord. Et nous, on va combattre ça. Très bien. On va réclamer ça, ce sont nos droits. D'accord. Il y a une université, il nous faut des pharmaciens. Ah, il faut des pharmacies? Il faut des pharmaciens. Et personne ne va nous démontrer le contraire. On ne peut pas quand même penser qu'il faut aller à Niamey fermer cette formation alors qu'il y a une faculté. Ça fera partir, je crois, en clôturant de l'appel que nous allons lancer au CNCP. D'accord. Ça, on va le faire. On va y arriver. Ça, on va le faire à la fin. On va y arriver à la fin. Les défis Dans sont quelques là, instants, vraiment, voilà. on va y arriver. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qu'il faut faire de manière très concrète pour apporter une solution à cette situation qu'on a décrite sur le système de santé à Maradi? Sur quoi moi j'insiste, c'est vraiment la formation. C'est la formation des spécialistes. Encore et toujours la formation des spécialistes. D'accord. C'est ça, c'est la formation. J'ai souvenance que le ministère de la Santé publique a permis à certains médecins d'aller en perfectionnement. D'accord. Mais ce qu'on peut améliorer, c'est qu'au lieu de 2 par secteur ou par filière, qu'on envoie encore plus. Que les gens se relaient en formation, comme je le disais tantôt. D'accord. Mais l'autre bonne chose aussi, c'est ce que le professeur Didier avait dit tout à l'heure, c'est qu'il faut donner beaucoup plus de chances aux jeunes d'aller en formation. D'aller en formation, c'est vrai. Que de former 1, 2 par an, pourquoi ne pas former 20? Oui, tout à fait. Si chaque année, on envoyait 20 en formation, au bout de 5 ans, on aura résolu beaucoup de choses. Mais mieux, c'est qu'on peut faire ces formations sur place. Les compétences humaines sont là, comme je le disais. Et je parle aussi sous le contrôle du professeur. Nous avons les compétences humaines. C'est peut-être le politique qui reste pour faire ces formations in situ, sur place ici. D'accord. Donc voilà.
Sous-spécialité, j'insiste beaucoup. Ok. Ce qu'on envoie, c'est vraiment maigre. Tout à fait. Vous jouez votre rôle, parce que vous êtes quand même le SG des syndicats des médecins spécialistes, on comprend bien. Il faut qu'on soit en phase avec le monde à l'extérieur. À l'extérieur. C'est nos collègues, c'est nos pères, on les voit. On a fait souvent le banc ensemble en spécialisation. Ok. Mais ceux qui sont mis dans les moyens, en tout cas, on n'avait rien à leur envier pendant la formation. Aujourd'hui, on revient au Niger, on est plus ou moins à la traîne. Et je pense que quelque chose doit être fait dans ce sens-là. D'accord. C'est vraiment ça. Nous, si on envoie les gens en sous-spécialisation, beaucoup de problèmes vont être réglés. Je le disais à l'entame, le spécialiste est un tireur d'élite. Vous venez avec un problème particulier, difficile à résoudre. D'accord. C'est un seul un geste, souvent, un geste anodin pour le sens du commun. C'est un geste précis. On a compris, docteur, il n'y a pas de problème. Merci. Donc c'est vraiment la formation. D'accord, merci. La formation et la formation. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez sur cette perspective? Rapidement, on va à la dernière question pour finir. Sur les difficultés, perspectives et défis. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé tout à l'heure du personnel. Du personnel. Il y a trop de contractuels et de bénévoles. Ah, oui, d'accord. Surtout les bénévoles et les stagiaires. Ah ouais. En tout cas, je sais, au CHR, c'est comme ça. Même quand vous venez à la garde là, souvent c'est des stagiaires. C'est des stagiaires et des bénévoles. Moi, je ne trouve pas ça normal. Oui, tout à fait normal. Donc, comme l'a dit le directeur, vraiment, il faut un recrutement. Il faut recruter. Il faut recruter. D'accord. Dieu seul sait les gens qui traînent entre griffes dans la rue. Oui, bien sûr. Il faut les recruter. Et les gens surtout qui sont que le besoin est là, il faut le dire. Si le besoin est là, voilà. Ils sont là, qui font bien leur travail, il faut le donner leur des numéros matricules. D'accord. Ça, vraiment, il faut, pour le personnel, c'est comme ça. On a parlé tout à l'heure des sages-femmes. Des sages-femmes. Mais qu'on arrive au moins à doter les CSI de type 2 d'une sage-femme. Et Dieu seul sait, il y en a en ville. D'accord. Comme je sais qu'il y a des intouchables. Mais c'est l'occasion maintenant. C'est quoi ces intouchables, puisque vous en parlez? C'est souvent des femmes qui sont mariées. Oui, on ne peut pas déplacer. À des grands entre griffes qu'on ne peut pas déplacer. À des grands patrons. Donc il faut corriger ça. D'accord. Il faut redéployer le personnel. OK. Il faut redéployer aussi les médecins. Il y a des districts sanitaires ou bien des CSI qui méritent vraiment des médecins. Oui. Personne ne peut aller. Oui. Ils ont peut-être raison parce que vous avez parlé aussi du problème de plateau technique. Oui. On peut pas avoir un médecin dans un CSI. Je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on arrive quand même à un peu réguler cela pour qu'il y ait un peu partout quand même du personnel qui est disponible pour faire le travail. D'accord. Ça, je crois que c'est le moment ou jamais maintenant. Ou jamais. Pendant cette période. Le CNSP doit mettre de l'ordre pour ça. De l'ordre. Ça, c'est comme ça. D'accord. Inch'Allah. Merci Alhaji Begou. Merci. Pour finir, parce qu'on a fait quand même le tour du sujet, pour finir, quel sera vraiment votre message en direction des populations et des autorités de la région de Maradi et même au plus haut sommet de l'État sur cette question de santé? Bien, moi j'ai un message plutôt d'espoir. D'espoir. Parce que espoir à deux niveaux. D'abord, comme vous dites, au niveau national et au niveau de l'État, voilà. Mais également espoir au niveau de l'établissement dont j'ai la responsabilité. La charge, oui. Au niveau national ou au niveau de l'État, moi je dirais que l'espoir n'est pas seulement à notre niveau, ici au niveau de l'hôpital de référence. On sent de l'espoir un peu partout. Un peu partout, tout à fait. Ça bouge. Il suffit de suivre les émissions de la RTN, des autres télés, et même à la chaîne internationale. Les gens font beaucoup d'espoir. Pourquoi ce sentiment d'espoir? Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Et ce changement, les gens veulent que ça soit forcément positif. Positif. Et pour moi, il y a une positivité du moment où vous êtes écouté. Ouais. Imaginez que vous avez des problèmes, des difficultés et qu'on ne vous écoute pas. Ouais. On ne peut pas avoir d'espoir. Bien sûr. Donc moi, à ce niveau, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir à ce niveau. Au niveau maintenant, toujours de l'État, il y a ensemble de l'engagement. Moi, je parle pour le compte du ministère de la Santé. La santé, tout à fait. Je suis collaborateur et conseiller, on va dire, en tant que responsable de l'établissement. Bien sûr.
on sent qu'il y a de l'engagement. D'accord. Le ministère est derrière vous. Le ministère est engagé derrière toutes les structures de santé. Toutes les structures. Vous ne pouvez pas poser un problème et vous n'êtes pas écouté, et vous n'êtes pas orienté, ou bien vous n'avez pas de solution. C'est nouveau, hein? Ça, c'est particulier. C'est particulier, voilà. Moi, d'accord. Vous savez, quand vous gérez un établissement gros comme celui-ci, il y a toujours des difficultés. Bien sûr. Et parfois des difficultés où vous n'avez pas la solution dans un rayon, très court. Il faut obligatoirement passer le message. Et quand vous passez le message et que vous sentez que les autres aussi sont préoccupés par votre souci, bien sûr. Et qu'on vous oriente même vers des personnalités qui peuvent intervenir, vous vous sentez, comment on dit, écouter, aider. Aider, tout à fait. Vous sentez qu'on est derrière vous. Vous savez que vous avez de l'appui. D'accord. Ça, c'est quelque chose de positif. Pour ce qui est de l'hôpital, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que rien que les chiffres que je vous ai donnés pour les références, bien sûr. Le premier trimestre, bien sûr, tout à fait. On a déjà dépassé l'année 2021. Voilà, parce que vous avez parlé de 1400. Hein? Voilà. Pour ce qui est de la fréquentation, en consultation des spécialistes, on est passé à plus 48%. 48%, d'accord. Plus, hein, par rapport au... Bien sûr. Et en hospitalisation, on est à plus de 21%. Les services dont il a la responsabilité, ou bien dont il est spécialiste, la radiologie, on est à plus de 41% d'activité, plus que l'année précédente. La radio, le labo, plus de 61%. Bien sûr. Et imaginez maintenant avec cette réduction de tarifs. Des tarifs, tout à fait. Cette réduction de tarifs, moi je parle à mon nom personnel, parce que pour nous tous ici, tout à fait. Aucun n'est capable de se prendre en charge pour une pathologie chronique. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est une réduction qui avantage tout le monde. Tout le monde. Ça concerne maintenant, les dispositions pour que les structures de santé répondent, je suis sûr que l'État a déjà réfléchi à ça et les mesures sont en train d'être prises pour que les structures de santé puissent répondre. D'accord. Quand vous venez maintenant ici, ce n'est plus la même affluence. Le matin, vous ferez un chemin. Alors qu'avant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Oui, docteur, quels seront vos espoirs et attentes par rapport à cette situation de Maradi? Ok. Nos attentes par rapport à la situation, premièrement, nous adressons nos remerciements aux plus hautes autorités, mais aussi aux autorités régionales. Nous savons bel et bien qu'il y a un changement, beaucoup de changements dans la gouvernance. Ça se sent? Ça se sent. D'accord. Vraiment, depuis le 26, nous sommes franchement à l'aise pour notre travail. À l'aise, hein? Et à l'aise, totalement à l'aise. Et il n'y a plus de menaces? Il n'y a pas de menaces. Comme avant, hein? Il n'y a pas, même si la menace elle a changé de cas, parce que c'est nous qui embêtons beaucoup plus les autorités maintenant. Au lieu que c'est vraiment à chaque fois que nous avons un souci, nous sollicitons et tout de suite vraiment on s'assied, on trouve des solutions ensemble. La gouvernance a beaucoup changé. La gouvernance et ça, c'est une très bonne chose. Ça permet de libérer les idées, de libérer vraiment tous les engagements, etc. Et c'est en cela que nous sommes beaucoup plus engagés pour effectivement apporter le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Et j'ai saisi l'occasion, bien sûr, pour lancer un appel à la population de venir utiliser toutes ces formations sanitaires, tout ce qui est fait pour cette population. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun frein, nous sommes toujours disposés à écouter aussi la population par rapport à ses attentes. D'accord. Et s'il y a des plaintes, nous sommes disposés aussi de voir ensemble comment améliorer la situation. Pour avancer. D'accord. Vraiment, c'est ça que nous lançons comme appel à la population. Et de passage, nous remercions tous les agents de santé, en tout cas de la région de Maradi, pour tous les efforts qu'ils déploient et chaque jour pour répondre à ces sollicitations. Nous continuons à faire le travail de sensibilisation, aussi bien envers la population, mais aussi bien à travers les agents de santé pour changer, pour qu'on sente réellement qu'il y a un changement, il y a dans le comportement amélioré, l'accueil. Bien sûr, c'est très important l'accueil. C'est un élément important. Tout ce qu'on va faire si l'accueil n'est pas bon, effectivement, je l'ai dit, les gens ne vont pas fréquenter, ils vont préférer en tout cas aller ailleurs. Vraiment, merci. D'accord, merci docteur. Oui, docteur Yacoubou, quel sera votre message? Alors, le message, je vais dire que depuis qu'on a créé l'hôpital de référence et qu'on a envoyé, qu'on a affecté beaucoup de médecins spécialistes, parce qu'il faut dire,
C'est qu'un hôpital ne peut pas exister sans médecin. Ça c'est clair. Et on a envoyé beaucoup de médecins spécialistes. D'accord. Ceux qui n'ont pas suivi, et là je pèse mes mots, c'est que le médecin spécialiste est sous-payé. Il est sous-payé. D'accord. Ici à Maradi. Au Niger. Au Niger de manière générale. Très bien. Ok, d'accord. Au Niger de manière générale, le médecin est sous-payé. On a étudié pendant toute notre vie. Oui. Mais ce qu'on reçoit ne suit pas. Mais docteur, aujourd'hui on parle de souveraineté, on parle de patriotisme. Quelle sera votre contribution par rapport à cette situation? Je pose la question, parce qu'on parle de souveraineté aujourd'hui, on parle de patriotisme. C'est quoi votre contribution? C'est quoi la contribution de ces médecins spécialistes alors dans cette situation que nous vivons? Rien que le fait d'être resté travailler, d'avoir accepté de venir travailler pour les Nigériens, c'est un sacrifice. D'accord. C'est un sacrifice. Ailleurs, on peut gagner mieux. Ok. Et la fuite des cerveaux a commencé à un moment. Chez les médecins spécialistes? Chez les médecins spécialistes. Et c'est vérifiable. Ils quittent pour aller où? Ils vont dans la sous-région. Et pour chercher quoi? Ils vont ailleurs. Pour chercher un mieux-être. Qu'ils n'ont pas trouvé ici au Niger. En tout cas, je dis que le médecin spécialiste est sous-payé. Ça, c'est un problème. Mais l'État a donné aussi la formation à ces médecins spécialistes, non? Qu'est-ce que vous en parlez? Qu'est-ce que vous avez fait de cette formation que l'État a donnée? Nous avons été formés par l'État. Par l'État. Voilà. C'est pas rien. Ce n'est pas du tout rien. Voilà. C'est une très bonne chose. Voilà. Et à retour, qu'est-ce que vous devez faire pour l'État à retour? C'est pourquoi on est resté. Ah oui. C'est pourquoi. Ah ben voilà, donc si vous restez maintenant. Maintenant, je dis, si vous prenez comparativement aux autres secteurs, ça ne suit pas. Si l'État peut faire quelque chose. D'accord. Vous demandez à l'État de faire encore un autre effort. Très bien. Ça, on a compris. Okay. Ensuite. Alors, les médecins spécialistes, je reviendrai toujours là-dessus, ont besoin de mise à jour. De mise à jour, d'accord. De mise à jour. Et voilà, c'est à peu près ça que vous voulez. Essentiellement ça que vous voulez. D'accord, merci. Alhaji Begou, quel sera votre message pour finir avec vous? Le dernier à parler. Très bien. En tout cas, nous allons nous battre pour la réouverture de la pharmacie. De la section pharmacie ici, au niveau de la faculté des sciences et de la santé. D'accord. Ça, on va se battre pour ça. Jusqu'au bout. On a failli transférer la faculté de santé à Tawa. À Tawa même. Ah, nous sommes battus, c'est resté. Ah, oui. La pharmacie là va revenir. Elle va revenir. On va utiliser tous les moyens. Si le CNP ou Tchani est à mon écoute, ça on va le faire. D'accord. Inch'Allah. Et il faut aussi redéployer les sages-femmes. Redéployer les sages-femmes. Ah oui. Qui ne veulent pas quitter. En tout cas, je parle de... Il est là, il vous écoute. Puisque ce problème-là, chaque fois qu'on parle de santé, ça revient. Les femmes, les sages-femmes ne veulent pas quitter le poste. Les CSI de type 2 ont besoin de sages-femmes. D'accord. Il y en a dans la ville. Il faut les redéployer. Plein à Niamey également. Il y en a plein à Niamey. Le redéploiement. D'accord. Ça, c'est très important. Et nous saluons en tout cas ce changement qui est en train de s'opérer. Bien sûr. Rien que la réduction des tarifs. Des tarifs là. D'accord. Ça, c'est très important. D'accord. Le docteur l'a dit. Quand vous venez ici, là, vraiment, vous n'allez pas... Vous allez dire, mais d'où viennent ces gens-là? Quand vous venez à l'hôpital de référence, là, malgré les 6 km là, mais c'est toujours plein ici. D'accord. Même avant, c'était toujours plein. Mais maintenant que c'est réduit, là, vraiment, c'est comme ça. C'est vraiment un truc formidable. Voilà. Et nous, en tant que Rosen, on va continuer à accompagner l'État dans la recherche des perdus de vue, dans les zéro doses, dans la formation, l'information, la sensibilisation des autorités administratives coutumières, les OSC et que sais-je encore, on va le faire. D'accord. Le mardi dernier, je vais sortir pour aller à Madaroum, Maradi, etc. Dans le cadre de suivi, évaluation des activités des OSC dans les districts prioritaires. D'accord. Donc vraiment, nous sommes toujours prêts, nous sommes les partenaires du ministère de la Santé en tant que Roisen. Merci. Inch'Allah. Merci Alhaji Begou. Docteur, oui. Quand est-ce que vous allez redéployer ces justement, j'aimerais réagir par rapport au redéploiement, qui est bien sûr une question toujours d'actualité. Nous faisons le maximum, je dis bien nous faisons le maximum, parce que c'est vérifiable. La région de Maradi est la seule région où nous avons plus de sages-femmes en milieu rural qu'en milieu urbain. Ah d'accord. Ça c'est déjà vérifiable. D'accord. Et nous sommes en train d'améliorer encore cela.
Parce qu'on dit, quel que soit le niveau de qualité atteint, Bien sûr. on peut toujours l'améliorer. Tout à fait. Et nous avons l'amélioré déjà, nous avons commencé à faire notre plan de redéploiement, de mouvement d'ensemble même du personnel, sûrement que nous allons faire en fin d'année, parce que nous sommes dans les prêteurs, on veut vraiment refonder aussi la gouvernance sanitaire pour en tout cas booster l'offre de soins. D'accord, merci. Oui, professeur, un mot, oui, ce que je voulais ajouter, comme surtout un appel à la population, c'est leur dire que les services publics, les hôpitaux, je parle au nom de l'hôpital de référence de Maradi, c'est leur hôpital. Donc actuellement, l'accessibilité ne pose pas de difficultés particulières. Tout à fait. L'accès aussi. D'accord. À cause de cette réduction. Donc, nous les accueillerons à bras ouverts. À bras ouverts, d'accord. Peut-être que ce que je vais leur demander aussi, c'est la compréhension. La compréhension. Parce que les principales plaintes qu'on a ici, c'est un problème de compréhension. La compréhension. En dehors des urgences, où vous avez l'accès obligatoire 24h/24, quand il s'agit maintenant de voir un médecin spécialiste, il y a une organisation, il y a une planification. Bien sûr, bien sûr. Mais les difficultés que nous trouvons, c'est que quand les gens viennent et qu'ils ne trouvent pas la constatation, les jours-là, il n'y en a pas, ou les jours-là, il y a un autre qui consulte, ça pose des problèmes. D'accord. La population se dit, mais pourquoi un tel... Aujourd'hui, je n'ai pas pu voir le médecin interniste ou je n'ai pas pu voir le diabétologue. Alors que ce n'est pas son jour de constatation. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pourquoi on a mis un mécanisme de conseil, d'explication qui fait que... En tout cas, c'est le principal motif de plainte qu'on a ici à l'hôpital de référence de Maradi. D'accord. Et pour régler ces problèmes d'autres plaintes, on a beaucoup modifié le planning des médecins. Pas des médecins, mais des services demandés. Par exemple, l'imagerie, la radiologie, les laboratoires. Pour pouvoir avoir... Parce que c'est le temps long. Quand vous voyez un médecin aujourd'hui, vous trouvez que c'est long de faire tous ces bilans, il faut une semaine pour le revoir. On a raccourci tout ça. Pour que le maximum, les bilans puissent être faits à la prochaine visite retour qui est de 2 jours. D'accord. Merci vraiment, professeur James Didier, pour votre contribution à ce débat. Docteur Ibrahim, merci aussi pour votre commission. Docteur Yacoub, merci aussi pour votre commission. Elhadji Begou, merci, parce qu'on voit qu'à Maradi, quand même, il y a moins de problèmes que peut-être dans les autres régions. Il faut dire la vérité, parce qu'on voit bien que Elhadji Begou de la société civile apprécie fortement, en tout cas, le travail qui est en train d'être fait au niveau de cette question de santé dans la région de Maradi. Vous avez tous apprécié aussi cette gouvernance, nouvelle gouvernance qui est là, qui est réelle et qui a sans doute permis aux uns et aux autres d'arriver à des résultats qui sont là. Puisqu'on voit, le professeur Didier, ce que vous êtes en train de faire à l'hôpital, les gens que vous recevez, plus de 1400 en un trimestre ou semestre, c'est beaucoup, c'est énorme. Peut-être que je vais vous ajouter une histoire à la visite du ministre. Oui. Il y avait parmi les représentants, les partenaires techniques, il y avait un représentant de l'UNICEF, le responsable de l'UNICEF, qui était venu ici. Il a dit devant le ministre qu'il a été admis aux urgences et que déjà sa structure a déclenché un avion pour venir le chercher, un avion médicalisé. Mais de la façon dont il a été accueilli, ça l'a rassuré. De la façon dont les bilans ont été faits en un clin d'œil, ça l'a rassuré. Et c'est lui-même qui a appelé pour annuler l'avion. Voilà. Et ça, il a dit devant le ministre. Voilà. Ça, c'est un message, un bon témoin, un message fort. Une façon de dire, c'est lui-même qui l'a dit que vraiment, avec tous les moyens qu'on a mis, que l'État a mis à la disposition de l'hôpital, ça ne vaut pas le coup d'aller ailleurs. Bien sûr, on est d'accord. Donc vraiment, merci à tous. On souhaite seulement que ce que vous avez développé ici, ce soir sur ce plateau, que ça puisse continuer l'avant et que ces problèmes de santé dont nous souffrons tous puissent trouver des solutions dans un prochain avenir. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et notre avant-dernier débat sur la région de Maradi porte sur le voyage traditionnel. Excellente soirée à tous. Au revoir.